Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus ici chez nous pour vous présenter la Tunisie sous un autre visage. La Tunisie, c'est pas que le soleil, c'est pas que la mer, c'est pas que la côte, c'est des Tunisiens, c'est 12 millions de Tunisiens, c'est plus d'une cinquantaine de groupes ethniques, c'est des arabophones, c'est des berbérophones, c'est des juifs séfarades, des Tunes, comme on l'appelle ici, c'est des Européens aussi qui vivent, et je me suis dit, voilà, une belle occasion à présenter la Tunisie 5 ans après ce qu'on appelle la Révolution, et voir un petit peu ce nouveau visage de la Tunisie. J'ai choisi un thème qui serait beaucoup plus éclectique, c'est-à-dire on va parler d'un peu d'histoire, mais on va parler aussi d'un bilan. Le bilan est mitigé pour l'instant. Vous savez, la Révolution a eu lieu il y a 5 ans, alors si on se référait à la Révolution française, ou même américaine, il a fallu quelques décennies pour retrouver un peu un chemin, je dirais, plus clair. Et puis, il y a les enjeux et les facteurs géopolitiques. Et c'est un peu de cela qu'il va s'agir dans le voyage du mois de mai, pour cette image de la Tunisie. C'est quoi la Tunisie? Moi, je ne vais pas parler du tourisme, je vais parler de ce petit pays, et qui est à la fois si lointain et si proche de la France. Regardez un peu. Alors, on reconnaît tous un peu cette image de la carte de la Tunisie, qui est beaucoup plus dirigée vers le nord. Alors, c'est-à-dire que si vous voyez un petit peu ce bras de mer, de terre, qu'on nomme le Cap Bon, il est très proche de la Sicile. On est à 120 km d'Agrégente. Vous vous rendez compte? 120 km d'Agrégente. Et on est à 20 minutes de vol de la Sardaigne. Donc c'est pour vous dire, on est très proche. Et tout ça, c'est la petite Tunisie qui est prise en sandwich, en fait, entre deux mastodontes. À l'ouest, l'Algérie, et le sud-est, c'est la Libye. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure pour parler un petit peu de ces deux voisins. D'accord? Alors, j'ai choisi cette image, elle est très emblématique pour nous, les Tunisiens, actuellement, en parlant de citoyenneté, en parlant d'ethnie, en parlant d'identité, en fait. Pourquoi ce drapeau? C'est quoi? C'est qui? Comment? Ce drapeau-là, il existe depuis le 19e siècle, et plus exactement depuis 1827. Et c'était en fait l'inspiration des bannières des pirates et des corsaires. Vous avez certainement entendu parler de Dragut, de Barberousse, tous ces pirates qui ont sillonné la Méditerranée. Certains d'entre eux ont élu domicile à Tunis. Et donc ça, c'est le drapeau qui a été inspiré de ces bannières turques, puisque la Tunisie a été colonie ottomane pendant plus de 200 ans. Alors il y a l'étoile à 5 branches, il y a le croissant de lune, il y a la couleur rouge qui est la couleur des martyrs, le croissant de lune c'est le croissant fertile du monde arabe, et nous on interprète l'étoile à 5 branches, les 5 fondements de l'islam. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Alors, il va sans dire, le premier pas qu'on fait en Tunisie, pour la première fois quand on arrive en Tunisie, on va parler d'un personnage historique qui n'a rien à voir avec le monde arabe, qui n'a rien à voir avec le monde européen, mais il est purement nord-africain, de souche nord-africaine, j'ai nommé Hannibal. Et c'est ça l'image qu'on a tous de ce commandant en chef, de ce grand général carthaginois qui édifiait en fait le monde romain, Rome, en fait, c'est Hannibal. C'est un peu grâce à lui qu'on a des données sur les guerres puniques. C'est grâce à lui qu'on a des données sur l'Empire carthaginois. C'est une icône. On ne peut vraiment pas aller en Tunisie sans vraiment passer ou entendre parler d'Hannibal. Hannibal, c'est le personnage public. C'est le personnage public numéro 1 en Tunisie. Et c'est un petit peu un porte-étendard. Tout le monde parle d'Hannibal, comment il a vaincu les Romains, certaines batailles. Mais on a aussi le père de la nation. Nous, en Tunisie, on est un petit peu comme en Turquie. Quand on parle de la Turquie, on parle de Kemal Atatürk.
Quand on parle de la Tunisie dans les 50, on va parler de Bourguiba. Et Bourguiba, lui, était un leader visionnaire. Et donc il a régné pendant plus de 30 ans. Et il y a un légat, il y a un héritage de Bourguiba qui renaît en fait depuis 5 ans après le système de Ben Ali qu'on a vécu pendant 23 ans. Tout le monde maintenant, en fait, parle de Bourguiba. Tout le monde parle de Bourguiba, mais c'est vrai que Bourguiba, il a fait énormément pour le peuple tunisien, et l'éducation, et l'émancipation de la femme, mais surtout le rapprochement de la Tunisie avec l'Europe. Je vais y revenir. Donc, Habib Bourguiba est tunisien, né en Tunisie, il est mort il y a 16 ans déjà, mais il nous a laissé un certain héritage qui est très important pour nous, l'éducation. On va en parler. Alors, pour l'exposé, j'ai choisi quelques thèmes qui seront certainement développés par nos conférenciers sur place en Tunisie. Moi, je viens là pour vous les exposer, parce qu'on a construit le voyage autour d'une certaine thématique qui va traiter une partie économique, une partie politique, une partie sociale, une partie linguistique, une partie archéologique. Et là, il y a la prise de conscience de citoyenneté. C'est vrai que avant le 14 janvier 2011, on ne parlait pas de citoyenneté. Avant le 14 janvier, l'avènement de la Révolution, on ne parlait pas de citoyenneté. C'était clos, c'était un petit peu, c'est l'Union soviétique, quoi, il y a 30 ans. À partir du 14 janvier, c'est un petit peu la liberté d'expression, c'est tout le monde va dans tous les sens parce qu'on voulait s'exprimer. Et la prise de conscience elle-même de citoyenneté passe par ce qu'on appelle les marches. Alors, contestation, protestation, marche silencieuse, démocratique, anti-régime. Et j'ai choisi cette image pour vous montrer un petit peu toutes ces bannières, tous ces drapeaux. Là, c'est un peu des drapeaux, des bannières de partis politiques, le drapeau tunisien, hein, et une multitude de foules à Tunis, parce que Tunis, c'est là où on concentre, donc, c'est le centre névralgique, et tout le monde sortait dans la rue pour contester, protester, des marches, revendications de tout genre, on a vu, mais c'est incroyable, les revendications des Tunisiens sur le plan social, sur le plan travail, bien sûr, contre le chômage, la parité, je vais en parler tout à l'heure, la justice, et le bouquet, c'est un petit peu, je dirais, malheureusement, le terrorisme. Maintenant, donc, on est tous contre le terrorisme. Ce qui s'est passé le 13 novembre dernier au Bataclan, tout de suite après, on a vu cette consolidation, je dirais, des sentiments français ou européens. Ça s'est passé aussi en Tunisie, au mois de novembre aussi. Nous, on a eu aussi un acte pratiquement pareil. Et donc, tous les Tunisiens sont sortis le lendemain pour conjurer le sort. Il faut l'exorciser. Et j'en parlerai un peu plus tard. Alors, il va sans dire que ces 5 dernières années ont opéré un changement dans la vie familiale en Tunisie. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là, qui va être en fait développé par l'une des participantes, l'une des conférencières sur place en Tunisie. Vie quotidienne aujourd'hui et crise identitaire de la famille. Ce qu'on ne savait pas faire avant le 14 janvier 2011, c'est quand on vit en famille, entre parents et enfants, il n'y avait pas de dialogue. Et c'est important. Actuellement, ce que nous ressentons, c'est que les jeunes de 18, 25 et 30 ans réclament une certaine liberté d'expression, qui ne sied pas forcément aux parents. Donc il faut que les parents apprennent à dialoguer avec leurs enfants, et vice-versa en fait. Et cette crise identitaire, elle existait bien avant le 14 janvier, sous Ben Ali. Elle existait. Mais actuellement, sur le plan social, il y a énormément d'actes, il y a énormément d'opérations, d'événements, d'encouragements, parce que les jeunes prennent les devants pour leurs projets, et surtout les projets sociaux. Parce qu'il y a énormément de chômage, entre 800 000 et 1 million de chômeurs, sur une population de 12 millions, c'est énorme, c'est-à-dire si on comptait sur le plan population active, on est
pas loin de 18 à 20%, et c'est énorme, donc il faut vraiment l'endiguer. Donc on parlera de la crise identitaire de la famille. Comment réagissent les filles, ou la fille au sein de la famille, par rapport, la sœur par rapport au frère, les deux par rapport aux parents. Ça c'est très important. Et c'est cette jeunesse qui nous intéresse, parce que c'est un petit peu l'avenir de la Tunisie. Alors, les rapports avec la religion, bien sûr, on en a débattu à l'Assemblée nationale pendant plus d'1 an. Et rappelez-vous bien, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était encore le parti islamique Nada qui était aux commandes du pays. Ils ont voulu faire passer un amendement comme quoi la charia devait être inscrite dans la constitution du pays. Heureusement, chose qui n'a jamais abouti, parce qu'il a fallu que les femmes, députées et l'autre, se prennent en main et puis combattent cela. Et pendant des mois, on n'a pas voulu de cet amendement qui a été éliminé carrément, écarté. Ce qui veut dire que la Tunisie, c'est un pays nord-africain, la langue principale, c'est la langue arabe, mais encore, je dirais, moi, en tant que sociolinguiste, parce que bon, j'ai quand même un bagage universitaire en linguistique, l'arabe que nous parlons en Tunisie, c'est du vernaculaire. Il y a des sources d'arabe littéraire, mais il y a d'autres sources. Et l'islam n'est pas l'unique religion en Tunisie. Il y a quelques milliers, il y a à peu près un peu plus de 2000 juifs qui vivent en Tunisie, et ils sont tunisiens. D'ailleurs, je vous montrerai un peu plus tard donc, un visuel qui nous montre la multi-ethnicité. Donc, les rapports avec la religion, le Tunisien, il est beaucoup plus tourné vers l'Europe. Maintenant, pourquoi Nada a géré le pays pendant 2 ans? Ça, c'était un genre de compromis entre le parti et une tranche de la nation, de la population elle-même, que l'un de nos intervenants vous expliquera encore plus en longueur quand on sera en Tunisie. Alors, les rapports France-Tunisie n'ont jamais cessé, d'ailleurs ils s'améliorent. Je dis bien ils s'améliorent, pour moi, donc c'est mon avis personnel, ils s'améliorent parce qu'il y a eu des doutes juste après le 14 janvier. Rappelez-vous bien, juste avant, on a eu quelques malentendus. Il y a eu quelques exemples. Mais en tout cas, actuellement, et grâce à l'ambassadeur M. Bouliette, qui est en place depuis 3 ans d'ailleurs, il y a énormément d'encouragement à l'investissement, mais aussi, si vous voulez, regardez. Voilà, et ça c'est très symbolique. Je ne sais pas si vous l'avez vu ici en France. Ça c'était juste après la remise du prix Nobel au quartet tunisien, ce qu'on appelle le quartet de dialogue, par le président François Hollande. Ici c'était le 8 décembre, et rappelez-vous bien, 3 semaines après le Bataclan. Et c'est un message très fort pour les Tunisiens, c'est-à-dire que ces 4 personnalités, et au milieu le président François Hollande, représentent 4 grandes institutions tunisiennes. Le monsieur qui est à droite de François Hollande, c'est le grand patron de la centrale, ce qu'on appelle l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens. C'est le plus grand syndicat, d'une. De 2, la dame qui est là, c'est Madame Bouchamaoui, et c'est la patronne, c'est la présidente de l'UTICA, c'est l'équivalent du MEDEF. Je vous laisse réfléchir parce qu'on va y revenir. C'est la patronne de l'UTICA depuis 3 ans, et elle est réélue pour encore un mandat de 3 ans. Et c'est très important, donc c'est une femme qui préside à l'UTICA. Puis on a le président de la Fédération nationale des droits de l'homme, à côté de François Hollande. Puis on a le doyen du barreau tunisien. Donc c'est symbolique, une syndicale, un syndicat, l'UTICA, donc le MEDEF, l'équivalent du MEDEF, les droits de l'homme, et puis l'ordre des avocats. Et c'est le quartet qui a
réussi à unir les Tunisiens pour arriver à faire des élections législatives et présidentielles en 2014. Sans cela, on aurait peut-être eu le sort un petit peu de l'Égypte avant Al-Sisi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, sur le plan géopolitique, on a échappé belle grâce à l'apport de ce quartet. Alors, bien évidemment, dans le sud, on a les Libyens, et les Libyens n'ont jamais quitté la Tunisie, puisque sachez que sur les 5 millions de Libyens, il y a à peu près 4% de la population libyenne qui proviennent de mariages mixtes. C'est énorme. Ouais. Mariage mixte, c'est-à-dire c'est des Tunisio-Libyens. Et depuis la révolution libyenne, on a eu 1 million au départ, et puis après on a eu 1 200 000, mais ils ont un statut spécifique, les Libyens. Ce ne sont pas des réfugiés ordinaires, ce sont des gens qui viennent s'installer en Tunisie avec leur argent, c'est-à-dire ils ramènent des capitaux, mais parce qu'ils ne pouvaient pas rester chez eux à cause de la guerre, et leurs enfants sont scolarisés en Tunisie. Donc on a toujours eu les Libyens depuis février 2011, depuis le 15 février 2011, quand la révolution a éclaté en Libye, donc on a eu cette masse de Libyens qui sont venus en Tunisie. Et actuellement, puisqu'on parle d'une probable intervention en Libye, depuis 3 semaines on en parle, on a calculé à peu près entre 4 000 et 6 000 Libyens qui rentrent en Tunisie tous les jours. Il y en a pratiquement autant de Tunisiens qui vont en Libye pour faire du commerce. Allez comprendre pourquoi, mais de toute façon c'est une réalité et on ne sait pas encore si la frappe est imminente ou pas, mais de toute façon ça fait 3 semaines on en parle. Voilà. En tout cas, les Libyens sont les bienvenus en Tunisie, parce qu'on a beau demander aux hommes politiques en Tunisie si les Libyens étaient plutôt un fardeau, si les Libyens étaient une charge supplémentaire, ben oui, mais de toute façon, ils n'ont pas où aller, puisque l'Égypte leur a fermé la porte. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, c'est-à-dire la frontière avec l'Égypte, même Al-Sisi, lui, elle a dit, donc de toute façon, pas de réfugiés. Donc eux, ils viennent beaucoup plus en Tunisie qu'ailleurs. Alors, le voisin algérien, alors l'autre mastodonte, mais c'est très important, c'est un peu différent par rapport aux Libyens. Le Tunisien lambda s'entendrait beaucoup mieux avec l'Algérien plutôt qu'avec le Libyen. C'est comme ça. Donc sur le plan population, les choses passent bien, c'est-à-dire on est au beau fixe. Et je dois dire que, autant sur le plan politique, le gouvernement algérien aide le gouvernement tunisien dans ce qu'on appelle la veille sécuritaire, puisqu'on a eu quand même pas mal d'attentats sur la frontière, et c'est un petit peu le rôle de l'Algérie de surveiller aussi cette partie de... On partage avec eux plus de 1000 km de frontières. Mais regardez un peu, j'ai choisi 2 images pour vous montrer un peu la relation entre la Tunisie et l'Algérie. Ça, c'est notre ministre de la Culture, et la ministre de la Culture algérienne, il y a les 2 drapeaux d'ailleurs, et c'était une décision prise par le gouvernement tunisien il y a quelque temps de remettre au gouvernement algérien des objets, des artefacts archéologiques qui étaient soutirés donc de l'Algérie par des bandes de truands, hein, donc on va dire les choses telles qu'elles sont, qui ont été revendus dans des marchés illicites, et on a retrouvé. Regardez, c'est une fontaine qui fait plus de 400 kilos, à l'image de la Gorgone, et on a retrouvé ça chez le gendre, le beau-fils de Ben Ali. Ben oui, il s'est acheté ça, on lui a donné ça, et donc il a travaillé un petit peu la bouche parce que pour en faire une vasque, en fait. On a trouvé ça dans son jardin, et le gouvernement tunisien de l'époque, donc, a décidé de remettre cet objet au gouvernement algérien, donc ils ont célébré cela. Moi j'étais présent, c'est pour ça que je vous présente ça. Sur le plan commerce, ça marche, hein, c'est-à-dire la frontière tuniso-algérienne est toujours ouverte, et les Algériens, ils sont plus que jamais nombreux en Tunisie à faire du business, les Algériens. L'apport des femmes dans l'évolution de la société, mais ça on le savait déjà depuis les années 50. La Tunisie a obtenu son indépendance en 1956,
Et le statut de la femme tunisienne a été créé en 58. Le planning familial a été instauré en 59. La polygamie a été abolie en 57. Et j'ai même oublié de vous dire que la première constitution de l'Afrique a été créée à Tunis, à Carthage, à l'époque d'Hannibal. La première constitution d'État. Et le premier traité d'esclavage qui a été aboli en Tunisie en 1846. Donc il y a plusieurs choses qui sont passées en Tunisie en fait. Alors regardez, l'apport des femmes dans l'évolution de la société. Encore une fois, Madame Bouchamahui, qui est à la tête du Lutica, elle gère le grand patronat. C'est comme si vous preniez Yvon Gattaz, et puis là vous avez, voilà, Bouchamahui, c'est corollaire. Donc elle préside à la destinée de Lutica, du patronat lui-même. Et c'est pas une chose facile, elle a une mission très 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 pointue et très difficile. Parce que dans le privé, l'UJTT, qui est la centrale syndicale, se bat pour préserver les droits des ouvriers. Alors que elle, son rôle à elle, c'est de protéger le patronat, mais il faut arriver à faire un équilibre. Et elle préside à la destinée de l'UTICA. En contrepartie, il n'y a pas que ce style de femme tunisienne, éclairée, je dirais, épanouie, libérée d'une certaine façon, mais vous avez aussi les plus classiques, les plus bédouines, les plus berbères. Et ça, c'est une vraie femme berbère tunisienne, du nord de la Tunisie. Elle est parée pour une certaine occasion, elle a la quarantaine d'années, elle est potière, elle est travailleuse, j'allais dire, vraiment, elle a du punch. Moi, je l'ai rencontrée, c'est une image que j'ai prise d'elle et de sa mère. Et la mère, donc elle porte un habit, en fait, très traditionnel, de la campagne. C'est vraiment la campagne. Et ce sont des potières qui travaillent avec leurs mains. Donc d'ailleurs on voit un petit peu les objets, hein, des plats, des colliers, des petits objets qui sont faits par les femmes potières de Sejnan, qui est une petite région dans les montagnes au nord-ouest. Très peu de gens connaissent. Mais il va falloir y aller, il va falloir faire connaître. La Tunisie, c'est pas que la côte. Ça, c'est la richesse aussi. Hein. En tout cas, la femme tunisienne a contribué à l'essor de la société tunisienne moderne, post-indépendance. Et sachez que aussi bien les filles que les garçons, ils ont les mêmes droits pour aller à l'école depuis 1956. Ah oui, alors, sans cette figure historique, point de salut pour les femmes. C'était le libérateur de la femme, un certain Tahar Haddad, 1935, il est mort en 1935, et c'est lui qui a parlé de l'émancipation de la femme, vous savez, dans les années 30 déjà. D'ailleurs, Bourguiba s'est inspiré de ses écrits, et on l'a traité d'apostat, en fait, hors la loi. Hein, les grands cheikhs de Tunis l'ont traité d'apostat parce qu'il a parlé de la femme libérée. Et c'était déjà dans les années 30. Et d'ailleurs, ce que je tiens à vous dire, lors du voyage au mois de mai, dans la Médina, avec un de mes amis conférenciers, nous irons visiter un club culturel qui porte le nom de Tahar Haddad, en honneur à ce grand monsieur des années 30. Alors, développement et essor économique, patronat et entreprise, encore une fois, vous avez la jeunesse tunisienne, 18 ans, 35 ans, un peu désorientée parce qu'il y a du chômage, parce qu'on est un petit peu déboussolé à cause de ce qui se passe, du terrorisme, mais il faut réactiver l'économie, le patronat qui, en fait, réagit, mais aussi on a les mines. Alors je parle des mines, les mines de phosphate, de fer et autres, ce sont des centrales syndicales importantes qui gèrent cela et ils veulent garantir aux jeunes des postes. Et ça, c'est pas une chose de gagner, quoi. Regardez, ce monsieur-là, il se bat pour la jeunesse au travail. C'est le président d'une autre centrale de patronat, ça s'appelle la Connect, donc on en a deux en Tunisie.
Et lui, donc, il fait signer des contrats pour embaucher quelques milliers de jeunes, un peu partout. Alors, il y a du travail sur Tunis, mais Tunis n'est pas aussi représentatif que cela. Le Sud, il y a beaucoup moins de travail. Et je peux vous dire que le tourisme actuellement, c'est plus de 48% de baisse. Mais bon, il va falloir trouver un moyen pour renflouer les caisses et faire repartir l'activité. Alors lui, c'est M. Tarak Cherif, président directeur général de la Connect, un industriel et puis philanthrope. Et donc il agit un petit peu dans ce sens-là. En fait, il a fondé la Connect il y a 3 ans. Voilà, on y arrive, mais j'aurais aimé ne pas en parler parce que pour moi, c'est tout naturel. Moi, je ne peux pas parler de la tolérance. On l'est. Et la multi-ethnicité, on l'a, en fait. Donc il y a des Arabes, il y a des Africains, négroïdes, en fait, mais qui sont tunisiens. Il y a des Tunisiens d'origine maltaise, sicilienne, qui vivent encore en Tunisie. Il y a les Juifs, séfarades, les Livournais. Il y a les Juifs tunisiens aussi qui sont toujours là. Et je tenais à montrer cette photo qui est l'édifice de la synagogue de Djerba, très symbolique. C'est-à-dire, on ne peut pas aller à Djerba sans vraiment visiter cette synagogue. On va retrouver des Juifs tunisiens et des Tunisiens arabes qui travaillent dedans. Alors, voilà, on va passer au deuxième volet de notre exposé. Je voudrais vous présenter, en première, les intervenants à Tunis. Monsieur Kazagli, Habib Kazagli, est le doyen de la faculté des lettres. C'est un universitaire, spécialiste de l'époque du 19e et 20e siècle, spécialiste du tourisme, et un essayiste, éditorialiste. Donc c'est lui qui viendra avec nous le premier soir pour nous parler un petit peu de cette thématique. Monsieur Kazagli. Puis on a Monsieur Bellacqua, qui nous permettra de faire une visite à l'Assemblée nationale et rencontrer des députés. Abdesattar Hamamou est conférencier à la Médina, un amoureux de la Médina. C'est lui qui nous fera visiter quelques monuments comme le club Taharada, comme la grande mosquée, comme la grande bibliothèque de la Médina, et il nous parlera de certaines anecdotes de l'époque des bey. Vous savez que la Tunisie a été une colonie turque pendant plus de 200 ans, et ceux qui ont gouverné en Tunisie, c'était les bey. Il y avait les pachas en Égypte, les bey à Tunis, et puis il y avait les dey, avec un D, en Algérie. Et d'ailleurs, les bey de Tunis, ils ont co-géré la Tunisie avec la France à partir de 1881, quand le protectorat a été proclamé. Donc lui, il partagera avec nous son amour pour la Médina. Alors, voilà une image qui peut peut-être prêter à confusion, mais il y a un personnage, il y a deux personnalités en fait. Il y en a une qui a été médiatisée à fond, c'est le poster que vous voyez au-dessus, c'est Chokri Belaïd qui était le grand leader de l'opposition. L'opposition contre Ben Ali, je parle. Puis par la suite, c'est devenu un grand leader contre le parti islamiste. C'est Chokri Belaïd qui a été assassiné à 3 ans. Et donc, ce fut le premier assassinat politique de la Tunisie moderne. Avocat, donc il est gêné en fait. Et une bonne partie de la jeunesse tunisienne était beaucoup plus de gauche. Donc on le suivait dans ses activités et ses actions. Alors nous avons invité sa femme, donc sa veuve, Madame Besma Kalfaoui, celle qui porte l'écharpe jaune, qui a accepté notre invitation, donc elle sera parmi nous au mois de mai pour nous parler aussi de la fondation Chokri Belaïd. Donc ils ont créé une fondation au nom du martyr. Ella Beji, essayiste, philosophe, écrivaine. C'est la petite nièce de la deuxième femme de Bourguiba. D'ailleurs, c'est la sœur de Tarak Benamar, qui est un producteur de cinéma. Tarak Benamar, c'est lui qui a fait la Traviata, Madame Butterfly. Donc,
Elle, c'est la sœur aînée. Elle est superbe, elle nous recevra chez elle pour un déjeuner débat. Et là, une vigie. Madame Leila Belkeria, alors elle est la vice-présidente de la CNFCE, c'est la Confédération des femmes entrepreneurs. C'est pour montrer aussi qu'en Tunisie, les femmes, démocrates ou pas, je dirais progressistes ou pas, elles travaillent, elles créent des projets. Et elle est la vice-présidente. Donc elle participera, elle viendra en tant qu'invitée pendant notre séjour pour nous parler des réalisations. Alors lui, il est un peu candide, c'est notre candide du séjour. Il viendra nous parler d'un épisode, en fait. C'est Abdelaziz Belkodja, fils d'un ancien ministre de Bourguiba, éditeur, essayiste, éditorialiste. Et lui, il a une autre vision des ports puniques et de Carthage. Qu'on soit d'accord ou pas, il va venir nous parler d'un de ses livres. Abdelaziz Belkodja, la quarantaine, déjà un peu passé. Peut-être le plus chevronné, le plus âgé, mais le plus chevronné, le plus expérimenté, c'est Azouz Ennifar, qui était notre ex-ambassadeur aux États-Unis, en Indonésie, au Brésil. Il a fait au moins 7 ou 8 pays. Il a terminé ses fonctions diplomatiques étant secrétaire général adjoint de l'ONU. Pas rien. Donc il a accepté notre invitation, il viendra nous voir, mais il nous parlera aussi de toute cette carrière, l'époque de Bourguiba, mais surtout sous Ben Ali, certaines choses qu'il avait déjà refusées, et sa vision par rapport à la révolution de la Tunisie. Moi, je l'ai eu il y a 3-4 jours, et donc il est honoré, et puis il est prêt, il m'a dit, bon, de toute façon, il viendra nous voir. Bien sûr, nous allons déjeuner, nous allons avoir de très bons repas, loger au Tunisia Palace, mais on va voir aussi autre chose, parce que les intervenants ils vont venir nous expliquer certaines choses, mais il va falloir découvrir ce que peut nous offrir la Tunisie, de nouveau. Alors j'ai mis cette image de Virgile, le personnage central c'est Virgile, le poète latin, et puis j'ai mis dessus « Je suis Bardot ». Mais en fait, ça je l'ai mis il y a près d'1 an, c'était juste après le 18 mars l'année dernière, après l'attentat au Bardot. C'est un petit peu, c'est comme je suis Charlie, je suis Bardot. Tout le monde l'avait marqué, tout le monde avait des t-shirts partout. Ce qui veut dire que le Bardot, c'est le porte-étendard de la culture en Tunisie. Il faut aller le voir. En plus, il y a une nouvelle aile qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Donc, on ira découvrir des trésors. Même si vous avez déjà été, mais ce sera une nouvelle découverte de certains objets, d'une certaine partie du Bardot, après le 18 mars. Et puis, je vous montre quand même une plaque commémorative de l'inauguration du musée lui-même, et elle date du 7 mai 1888. Donc il a plus de presque 130 ans. Vous avez RL pour la République française, et puis le Croissant de Lune et l'Étoile pour la Tunisie, avec tous les noms des personnalités qui avaient assisté à l'inauguration du musée. Et c'est un musée archéologique. Et puis, un petit détail, je voulais vous le montrer là, parce que sur place, on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir ainsi, parce qu'on verra, en fait, l'objet principal de cette photo-là, c'est ces deux pierres-là. C'est un baptistère, paléochrétien du VIe siècle, qui a été déposé d'une basilique à Carthage, et qui est posé dans le Bardot, qu'on verra en place. Mais regardez, les 4 personnages qu'on voit là, ce ne sont pas des Tunisiens, ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Maltais et des Siciliens. C'est-à-dire que ceux qui travaillaient dans l'archéologie à l'époque, comme tout était entre les mains des Pères Blancs, de l'ordre des Pères Blancs, donc ils étaient chrétiens. Et donc on savait comment poser les baptistères. Et c'est important, et quand on sera sur place au Bardot, je vous montrerai le baptistère. Et ça c'est une image de 1902.
On ira dans la Médina visiter la mosquée Zitouna, plutôt de l'extérieur, je veux dire, parce que pour l'instant on n'y entre pas, mais c'est l'emblème de la Médina, avec son minaret. Puis on ira visiter un mausolée qui n'est pas ouvert aux visites. C'est un mausolée, c'est un haut lieu d'une confrérie religieuse. Et ce que vous voyez là, entre les deux bannières, c'est un mihrab concave avec de la feuille d'or. C'est du koufik. Et ça date du XVIIe siècle. Et c'est un lieu qu'on ouvrira pour lors du voyage. C'est très insolite. Puis on passera dans la Médina avec Absatar Amonou, le conférencier, qui nous parlera un peu des portes, de l'usage des portes, du message qu'on envoie à travers les portes, à travers la décoration des portes. Et puis je vous emmènerai visiter un lieu insolite en fait, très peu connu. C'est un mausolée, où il y a un tombeau d'un saint, qui est devenu d'ailleurs, le lieu lui-même est devenu le musée de la céramique tunisienne. Il est très beau parce que vous avez une note, une empreinte un peu andalouse, avec toutes ces tuiles vertes, et un apport andalou. On parlera des andalous aussi. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de la multi-ethnicité, c'est entre arabes, andalous, morts, berbères, noirs, maltais, européens, grecs, que sais-je. Il y en a eu tellement, des juifs, de tout. Alors, bien sûr, on ne pourra pas quand même quitter la Tunisie sans faire un petit saut à Carthage, mais j'ai choisi cette image-là, qui est une restitution faite par un architecte français, j'ai nommé Jean-Claude Golvin, très connu, en tout cas en Tunisie et dans certains pays méditerranéens. Et les deux plans d'eau que vous voyez sur la droite, ce sont les ports uniques, dont nous parlera Abdelaziz Belkodja, notre invité. Il a une autre théorie. Et on visitera Carthage. Carthage ne serait pas Carthage sans Hannibal, c'est lui-même qui avait dit ça. Nous trouverons un chemin où nous en ferons un. Quand il traversait la vallée du Rhône pour traverser les Alpes, l'hiver, il a perdu le tiers de son contingent en fait. Donc il leur a dit, de toute façon il a insisté, il a donné l'ordre, on trouvera un chemin. Il va falloir le trouver ce chemin. Et puis, on ne quittera pas la région de Carthage sans faire un petit saut à Sidi Bou Saïd avec le café des Nattes, avec toutes ces couleurs bleues et blanches, pour une flânerie, le dernier jour. Voilà. Où on découvrira quelques trésors d'architecture entre les portes, les fenêtres, pratiquement tout est peint en bleu et badigeonné en fait en blanc, et puis les tuiles et la céramique. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez Tounes Like. En fait, Tounes, le T-O-U-N-E-S, c'est comme ça qu'on le prononce. Si vous cliquez là-dessus, vous tombez sur le site de l'Office de tourisme tunisien. Quel est l'état de la situation politique aujourd'hui? Donc le président a été élu l'année dernière, contre Enarda. Oui. Et si j'ai bien compris, Enarda aujourd'hui gouverne avec le président. Ah oui, alors bien obligé. Comment ça se passe tout ça? Tout simplement parce que le résultat des urnes dans les élections législatives, c'est un peu ça aussi qui a conditionné le gouvernement tunisien. C'est-à-dire que Ennahda avait pratiquement à 4 sièges près autant de sièges que le parti Nida du président. Donc ce qui veut dire que c'était quand même important dans l'hémicycle. Et le président de Belgique, Haïl Essebsi, qui est un vieux de la vieille, hein, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans la politique, hein, il est dans la politique depuis 1956. Donc vous allez me dire, oui, nous on a élu un président de 87 ans, hein. Pas rien. Mais bon, il a dû composer avec Ennahda. Rached Ghannouchi, le gourou, le président d'Ennahda, c'est un personnage qui s'impose en fait, parce qu'il y a plus de 25% de la population tunisienne qui avait voté pour lui dans les législatives. Et sur les 35%
de la population qui ont voté pour NIDA, le parti de notre président, plus d'1 million étaient des femmes. Ça, il faut le prendre en considération. Et c'est pour cela que certaines personnalités féminines de la Tunisie regrettent un peu le mouvement de Kais Saied, le président, parce qu'on veut la parité et la majorité des gens ne souhaitaient pas ce compromis avec Ennahda. Mais si vous voulez, vu l'état des choses, ça aurait pu être pire. Alors, où va, politiquement, où va la Tunisie avec une combinaison pareille? Alors, je vais vous dire, actuellement, parce que le NIDA Tunis est en dislocation un petit peu, donc ils sont en train de se scinder en 2 ou 3 parties, ce qui fait le bonheur de Ennahda. Et je dois vous dire, pour les avoir un petit peu pratiqués, pour avoir fait des interviews avec eux, moi-même, Ennahda, c'est le seul parti organisé en hiérarchie pyramidale. Très bien organisé. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire. Et NIDA Tunis était présidé par Kais Saied, le président. Comme il ne pouvait pas cumuler les 2 postes, donc il a laissé de côté un peu le parti, mais il devait composer avec Ennahda. On l'a échappé belle à cause pour la charia, parce qu'on n'a pas le texte de la Constitution, donc déjà ça. Et on espère, il y a quand même, sur les 31 ministres du gouvernement, il y a 3 ministres d'Ennahda. 10%, mais bon, il y a 3 ministres, mais ils ont à peu près 87 sièges sur 247. Qui a la réalité du pouvoir aujourd'hui? La réalité du pouvoir, un petit peu à la marionnettiste, hein, je dirais, c'est un petit peu, il y a Kais Saied, mais il ne peut décider vraiment qu'après avoir consulté autour de lui, et je pense que pourquoi pas Ennahda. Mais Ennahda, on est bien conscient, nous, qu'ils ne dérogeront pratiquement jamais de leur ligne politique, je dirais politique identitaire, mais il va falloir encore plus de consolidation de la population contre ces mouvements. Ennahda prévient, nous ne sommes pas, ils disent, nous ne sommes pas des salafistes, nous n'encourageons pas les djihadistes. Ce sont les frères musulmans en fait. Les frères musulmans, voilà. Qui sont aidés par le Qatar. Exactement, et aidés aussi par les frères musulmans en Turquie. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Alors, c'est pour vous dire, globalement, la Tunisie, dans ce genre la position de la Tunisie, c'est tout le monde veut passer par là, en fait. On est je dirais pas la cible, mais c'est petit, mais il y a tellement de mouvements politiques dedans, actuellement. Il y a des intérêts. Regardez ce que fait l'Algérie, parce que l'Algérie a un intérêt à ce que la Tunisie ne soit pas déstabilisée. Mais je pense que les Libyens, comme ils ne savent pas où aller actuellement, parce qu'ils ont 2 gouvernements, l'un à l'est, l'autre à Tripoli, on ne sait vraiment pas avec qui parler, d'ailleurs, et discuter. On ne peut même pas parlementer avec eux. Et c'est ça un petit peu le danger. Hein. Donc, sinon, si vous allez à Tunis, ou à Sousse, des gens sortent le soir, des gens voilà ce que je peux vous dire. Mais... Un petit mot sur l'état de sécurité du pays. Ben écoutez, on vient de lever le couvre-feu après l'assassinat de la garde présidentielle du mois de novembre, qui a duré à peu près 6 semaines. 6 semaines, donc voilà. Il y a beaucoup de veilles sécuritaires. Donc je pense que certaines puissances étrangères collaborent avec la Tunisie, dont la France, les États-Unis, avec leur flotte, la Grande-Bretagne, l'Algérie bien sûr, les Émirats avaient proposé leur aide, mais je pense qu'on est un petit peu en froid avec les Émirats actuellement. Avec le Qatar, c'est parce qu'il y a Ennahda, et Ennahda a toujours été soutenu, on pense, par le Qatar. Mais l'Algérie œuvre énormément, je dirais. Moi c'est mon avis personnel. Hein.
qu'on craint aussi le passage d'armes. Donc, voilà, le terrorisme, ça passe par là aussi. Bon, maintenant, le terrorisme, ils sont... Et finalement, qui est-ce qui vote pour Qui D'où est-ce vient ce serment politique Ah oui, alors, dans le cas de la Tunisie? ceux qui votent pour Ennahda, c'est les déçus, ceux qui se sont rebellés contre Ben Ali, et les déçus des démocrates, des progressistes, c'est-à-dire les promesses de Ben Ali dans les 5-6 dernières années. Donc ils ont voté Ennahda parce que Ennahda a promis aussi de faire évoluer leur statut en tant que citoyen. Alors maintenant, la question qui se poserait, encore mieux que qui vote pour Ennahda, quelle est la tranche d'âge majeure qui voterait Ennahda, en fait, pour des raisons pas seulement pécuniaires, parce qu'il y a ceux qui touchent de l'argent, hein, pour aller mettre leur petite croix, ils vont toucher 50 dinars, 25 euros, c'est rien. Mais c'est bon pour Ennahda pour... voilà. Donc, la tranche d'âge, c'est entre 25 et 45 ans. Et ceux-là, il y en a plein qui vous diraient, ben, j'ai voté, mais après avoir réfléchi. Alors, il y a les déçus d'Ennahda maintenant. C'est comme ça que le président, dans les législatives, Nida Tounes a gagné. Les déçus d'Ennahda, après tout ce que Ennahda a promis lors des premières élections législatives de 2011, ils n'ont rien reçu, ni emploi, ni crédit, ni argent, ce qui a été promis en fait. Hein. Donc ils ont dit, nous on ne veut pas Ennahda parce qu'on les voit et ils font la même chose que ceux de Ben Ali. En fait, ce qu'ils ont vu, c'est que les membres d'Ennahda, l'élite je dirais, est aussi corrompue avec de nouveaux statuts. Voilà. Ils habitaient dans des bidonvilles ou à la périphérie de Tunis. Un an plus tard, et ils ont des biens immobiliers. Voilà. Donc, ceux qui ont voté, ils ont dit, nous, on est là, hein, carrément à terre, et puis eux, ils se remplissent les poches. Voilà un petit peu aussi ceux qui pensent. Mais vous savez, il y a plusieurs facteurs qui font qu'il y ait un peu plus de terrorisme, qu'il y ait un peu plus je dirais, de changement et de troubles. Il n'y a pas que la pauvreté, c'est-à-dire que le manque d'éducation, hein, vous savez, la pauvreté fait aussi, hein, quand vous venez voir des jeunes de 18 ans, 20 ans, à leur donner des sous pour aller voter ou pour aller appuyer un tel, ils vont le faire. Mais ils ne sont pas convaincus, ils s'en foutent. Ils ont des dinars pour dépenser, voilà. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pendant les 4 premières années, là on a eu le plus d'attentats aussi, hein, entre autres, à part ceux de 2015, entre autres, c'est que le terrorisme était bercé, nourri par le citoyen. C'est-à-dire le Tunisien lui-même, certains Tunisiens, cachaient les terroristes, ou les aidaient à rester dans le maquis, pour leur apporter à manger et d'autres, moyennant des finances. Actuellement, on a vu plusieurs cas où on dénonçait des refuges et des endroits où se trouvaient des terroristes. Donc il y a comme une prise de conscience en fait, petit à petit, c'est qu'on n'a pas le choix, comme disait Hannibal, il va falloir trouver le chemin ou alors on va en faire un. Il faut trouver la bonne solution. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité chez les anciens, ceux qui ont connu le Liban, Oui, alors, je dirais, ceux qui ont vécu l'époque de Bourguiba, ils sont encore un petit peu nostalgiques. Voilà. Parce qu'ils ont été déçus de l'époque de Ben Ali. Mais il y a ceux qui ont composé avec Ben Ali. Ils étaient de l'époque de Bourguiba, et puis ils étaient bien obligés de rester en Tunisie, ils ont composé avec Ben Ali. Ben Ali les a utilisés dans la politique, au Parlement, voilà. Le jour où Ben Ali est parti, ils ont complètement changé de veste. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, de toute façon, nous on l'a fait parce qu'on n'avait pas d'autres moyens, mais ça se savait, on n'était pas pour. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi dans la population tunisienne, c'est que les trentenaires et les quinquagénaires représentent plus de 30%, presque 40%. C'est ça, c'est là-dessus où il va falloir focaliser, c'est-à-dire
Où va la Tunisie avec ses trentenaires et ses... oui. La quarantaine, oui, parce qu'ils ont vécu sous Ben Ali aussi. Et eux, ils ont changé. Mais ils veulent que la Tunisie avance, ils veulent l'ouverture. Et surtout les femmes. Plus d'1 million de femmes ont voté pour Belgique avec ce titre au président. C'est pas rien. Et l'armée en Tunisie, qu'est-ce qu'elle représente? Alors l'armée, pour nous, depuis la création de l'armée en 1957, a toujours été républicaine. Bon. Mais c'est vrai qu'elle a toujours été à part, c'est-à-dire elle ne rentrait pas dans ses activités et a toujours voulu, depuis 5 ans, prévenir plutôt que lutter. Le facteur libyen, tout de suite, en Tunisie, nous, on venait juste de commencer, c'est-à-dire 1 mois plus tard, 1 million de réfugiés. Donc il fallait placer aussi l'armée. Mais l'armée aussi travaillait à l'intérieur. Et puis on a les massifs de l'Est. Alors, je peux vous dire une chose, vous m'avez posé une question, mais je vais répondre à une autre question qui pourrait se poser. Je doute fort, pour l'instant, que l'armée, par exemple, soit infiltrée. Quelque part, mais on a des doutes sur le ministère de l'Intérieur, jusqu'à une époque, c'est-à-dire infiltrer le ministère, c'est à partir de là qu'on peut tenir les manettes, hein, donc pour le gérer. Et c'est un peu aussi le travail du gouvernement, c'est-à-dire il y a beaucoup de veille sécuritaire. Et je dirais qu'au niveau des renseignements, au niveau des médias, comme ce qu'on dit un petit peu ici en France, on n'est pas obligé de tout dire de ce qu'ils font, c'est-à-dire que tout passe à la télé maintenant. Alors je peux vous dire, il y a une profusion incroyable de chaînes satellitaires et autres. Je pense que de chaînes tunisiennes, il y en a plus de 15 maintenant, c'est incroyable. Tout le monde a parce qu'il fallait avoir cette autorisation de médias. Voilà, c'est l'un des indicateurs. Comme quoi, c'est pas évident. On voulait l'ouverture, mais il fallait la gérer. Et on n'avait pas le temps de la gérer, ni les moyens en fait. Et on croyait jusqu'à peu que le tourisme pouvait sauver toute la situation, mais au contraire, le tourisme c'est autre chose. Le tourisme vit et se nourrit de la stabilité, parce que sans ça... Quelles sont les dates de Ben Ali, s'il vous plaît? Ben Ali, lui, il a pris le pouvoir en novembre 87, jusqu'à son départ, donc, le 14 janvier 2011. Et en fait, c'était pas l'homme fort de la Tunisie, en fait, le fait de partir. Alors, maintenant, j'allais dire comme ce qu'on dit parfois en off, mais hors antenne, si vous voulez mon avis sur la révolution tunisienne, qui n'est que trouble en fait, une révolte, elle a été annoncée 10 mois avant le 14 janvier. C'était à travers Wikileaks. Et je me souviens, c'était au mois d'avril-mai, le président de Wikileaks, Assange, il parlait de Wikileaks qui aurait choisi 4 quotidiens en Europe, dont Le Monde, dont le Daily Mail, dont The Bild en Allemagne, pour faire passer leur message. On parlait des câbles, on parlait des télégrammes. Hein, des télégrammes Et donc on avait annoncé au mois d'avril 2010, on a commencé à toucher, ou à éditer en fait, à diffuser les télégrammes qui étaient envoyés par les ambassadeurs et consuls américains en Tunisie sur Ben Ali et sa cour. La corruption. Donc, chose qu'on le sentait en Tunisie, mais on ne le voyait pas. Donc, à partir d'avril, on a commencé un petit peu à parler de la Tunisie de Ben Ali. Et moi, je dirais, tout cela a été petit à petit préparé, parce que ce n'était ni Rachid Ghannouchi, ni Ennahda, ni Marzouki, qui était le président élu après Ennahda. C'est certainement un coup d'État déguisé, parce qu'à l'avènement du 14 janvier, on n'avait aucun leader. Et pour moi, pour une révolution, il fallait la préparer. C'est-à-dire, ce n'est pas le jeune Tunisien qui s'est immolé, qu'on avait un petit peu mis sur un piédestal, comme martyr. Moi, je dirais le pauvre,
ne savait rien. Lui, c'est autre chose. C'est pas un activiste, non. Donc, si vous me demandez mon avis, moi j'ai déchanté de la Révolution 4 mois après. Parce que c'était pas une vraie révolution, on n'avait pas de leader. En fait. Donc il fallait aller gérer la situation au jour le jour, naviguer à vue. Toujours est-il, la Tunisie est toujours là, et donc on est debout, et on est fiers de l'être et de le montrer en fait. Mais bon, l'histoire nous le dira. Voilà. Très bien. D'autres questions? Une dernière question. Oui. Sur la diaspora tunisienne en France, française. Ça représente combien de personnes, premièrement? Et ensuite, est-ce qu'elle est homogène ou est-ce qu'elle est aussi divisée que les Tunisiens? Oui, alors il y a à peu près en chiffre officiel, on est autour de 800-850 000 en France. Et elle est plutôt homogène que divisée. Bien que ces 5 dernières années, donc, on vu paraître un peu des dissensions, même ici, à travers, pour préparer les élections législatives, il fallait les préparer ici aussi, parce que les voix des Tunisiens en France comptaient. Hein. Mais quand la situation se présente vraiment en Tunisie, on doit être solidaire. Mais il n'y a pas de vrai conflit que ça. Et on est à peu près 850 000. Le corps électoral en Tunisie représente combien de personnes? Donc, aux dernières élections, donc d'octobre 2014 et les présidentielles, à peu près, ceux qui sont allés aux urnes, hein, en fait, hein, sur les 12 millions, 58-59%. Ça, c'est ceux qui ont voté. Qui ont voté. Et le corps électoral, le corps électoral, combien de... plus, oui, c'est peut-être 70%. C'est 60% de la population. De la population. D'accord. Donc c'est à peu près 8 millions de... Le corps électoral. 8 millions. Mais il y a eu beaucoup moins. Et donc ça veut dire que la diaspora représente grosso modo 10% de... 10%, oui. La diaspora, il y a plus de 2 millions de Tunisiens de par le monde. 850 000 en France. Oui. Inscrits, je veux dire inscrits au consulat. Je parle de ceux qui sont enregistrés. On sait pour qui ils ont voté? Oui, on sait. C'est-à-dire que les dernières élections, ça s'est fait entre les deux, quoi, entre Ennahda. C'est le même découpage qu'en Tunisie? Pratiquement. Oui. Parce qu'il faut savoir que ceux qui ont voté pour Ennahda, c'est aussi des Tunisiens qui ont vécu ici, qui vivent ici, qui ont une carrière, qui ont une certaine richesse, qui investissent en Tunisie aussi. Voilà. Et donc, pour vous dire, bien sûr, ça c'est le spectre d'Ennahda, parce qu'on va dire, tiens, Ennahda, eux, ils prétendent, ils disent, ben on est Tunisiens. Mais des gens comme nous, un peu progressistes, et dans l'ordre des choses, on veut ouvrir la Tunisie vers le monde, un monde meilleur, on ne s'inscrit pas dans leur agenda, c'est-à-dire, c'est pas le nôtre. C'est différent. Eux, c'est l'ouverture sur le monde islamique de nouveau, et seulement. C'est-à-dire il y a un double discours, il y a un discours public, parce qu'il faut amadouer, puis un discours sous la table, je dirais qu'il est beaucoup plus diplomatique ou autre. Voilà. Mais vous me verriez, moi, dans mon quartier à Tunis, moi j'ai des copains d'enfance qui sont pro-Ennahda, mais qui tempèrent un peu, donc, mais on se voit. Et s'il faut discuter, on discute, mais s'il faut s'arrêter de discuter parce que sinon on va partir à gauche et à droite, voilà. On cohabite. Voilà. C'est pas le meilleur du monde, mais on cohabite. Mais vous avez aussi, alors l'autre chose qu'on voit naître et apparaître depuis 5 ans, des personnalités politiques des deux bords, de Lida ou de Ennahda ou autre, qui participent à des rencontres internationales, qui sont invités par les instances internationales.
Et je trouve ça quand même très intéressant, c'est-à-dire inviter le numéro 2 d'Ennahda aux États-Unis, parce que les Américains, ils ont un autre plan, c'est-à-dire pour voir des choses qui sont peut-être différentes par rapport à la politique étrangère française. Et donc on va voir Rachel Ghanouchi, le numéro 1 d'Ennahda, voilà, rencontrer des responsables du FMI, de la Banque mondiale, invité au Congrès américain. En même temps, on va voir le numéro 2 de Nida Tounes invité chez Poutine. C'est-à-dire, vous voyez un petit peu, c'est les enjeux politiques qui tirent la ficelle pour de vrai, mais en plus, est-ce qu'on va prendre en considération l'attitude du numéro 2 d'Ennahda par rapport au numéro 1, numéro 2 de Nida Tounes? Il y a énormément d'enjeux politiques que j'ignore aussi, mais je le vois un petit peu en lisant les journaux, mais aussi en participant à des rencontres dans lesquelles moi je participe, et on fait ce qu'on appelle le think tank, donc un réservoir d'idées. Il faut des analyses avec des gens qui